Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, pendant 60 minutes, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC avec les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau. Monsieur Mimoun Aziza, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la faculté des lettres et des sciences humaines de Meknès, dont vous êtes le chef de département Histoire. Monsieur Ahmed Siraj, vous êtes docteur en Histoire et Civilisation de l'Université de Mohammedia et de la Sorbonne. Vous êtes diplômé de l'École des hautes études de sciences sociales de Paris et vous êtes chargé de mission au sein du CCME, le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger. Et enfin, Jilali Ladnani, vous êtes professeur d'histoire à l'université Mohammed V de Rabat, chercheur associé à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman de l'université d'Aix-Marseille en France, et vous êtes enfin spécialiste de l'histoire et de l'anthropologie religieuse du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Je suis entouré de professeurs, en tout cas, cours d'histoire ce soir. Ça va être extrêmement intéressant. De l'immigration marocaine, on connaît surtout l'histoire récente, et notamment celle des travailleurs marocains partis dès les années 60 rejoindre l'Europe. Ce que l'on connaît moins, en revanche, c'est l'histoire millénaire des migrations marocaines, depuis les premiers grands voyageurs aux diplomates ou émissaires d'État, en passant par les commerçants et artisans. C'est pour réparer cette mémoire oubliée que, sous la tutelle du CCME, le Conseil de la communauté marocaine de l'étranger, des chercheurs de différentes disciplines se sont réunis pour écrire cette histoire. Résultat, un ouvrage pionnier marocain migrant et voyageurs et une exposition du même nom qui se tient à la Bibliothèque nationale de Rabat jusqu'à la fin du mois de mai. Nos invités sur le plateau ont participé à cet ouvrage et avec eux nous partons ce soir à la découverte de cette histoire. Quelles sont les grandes étapes de cette migration, de cette émigration marocaine? Qui sont les figures types de cette migration? Quels ont été l'apport et l'influence de ces voyageurs marocains dans différentes disciplines? Migration marocaine, une histoire méconnue, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Messieurs, je le disais tout à l'heure, on va avoir droit à un cours d'histoire et je pense qu'on en a bien besoin. Et je vais montrer quand même cet ouvrage, qui quand même, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu en entier, qui est absolument magnifique. Vous allez nous parler de la genèse finalement de cet ouvrage, où on est dans une période où la migration, la compréhension des phénomènes migratoires est plus que jamais au centre des préoccupations mondiales, aussi bien pour comprendre tous ces phénomènes de migration que dans le cas de grands débats qu'on peut avoir dans des pays d'accueil de la diaspora marocaine. Avant qu'on arrive à ces sujets-là, quelle a été la genèse de cet ouvrage? Je crois, M. Ahmed Siraj est mieux placé pour en parler. Bien. Tout d'abord, je vous remercie infiniment. Je remercie Média TV pour cette émission parce que je crois que la question migratoire et la migration marocaine a besoin de ce genre d'émission pour vulgariser la connaissance de la migration, que ce soit au niveau national ou au niveau international, parce que vous l'avez très bien dit, maintenant l'immigration est une thématique centrale, pas seulement dans l'actualité, mais aussi dans l'évolution intellectuelle que connaît le monde actuellement. Et le CCME, depuis sa création, en fait, depuis 2008, a fait de la mémoire de la migration marocaine un thème central, c'est-à-dire, je peux même dire, un thème stratégique. Un pays où pratiquement entre 10% et 15% de sa population, de ses citoyens, vivent à l'étranger, hors des frontières, ne peut pas ne pas s'intéresser à leur histoire, à l'histoire de leur mobilité, de leur déplacement. Et comme vous l'avez dit, pas simplement à partir des années 60 du XXe siècle, parce que... Qu'on connaît encore peu, qui est beaucoup tu. On a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Et donc, dès 2009, on a commencé cette entreprise, c'est-à-dire d'essayer de publier un ouvrage sur le Marocain, le citoyen marocain en tant que migrant et voyageur. Et cette entreprise a duré, parce que déjà la thématique n'est pas simple, et je vais expliquer plus tard pourquoi. Ensuite, parce que
même au niveau des programmes d'enseignement et de recherche dans les universités marocaines, il y a un déficit qui en fait montre ou exprime un certain désintérêt des chercheurs, et notamment des chercheurs dans le domaine de l'histoire, du patrimoine historique, culturel, de ce volet. Alors, nous savons très bien que, vu sa position stratégique, le Maroc a toujours été un pays de migration et d'immigration. Et la Constitution marocaine a codifié ce fait quand elle a parlé de rawafid, de la diversité. Et le but, l'objectif de ce livre, c'est de remonter l'histoire au plus haut niveau. C'est-à-dire, en fait, on est parti par la préhistoire. Par la préhistoire parce que la naissance de l'homme, la jeunesse de l'homme, avec H majuscule, c'est l'Afrique. Et on sait très bien que le Maroc a joué un rôle important dans la mobilité de cet homme préhistorique entre l'Europe et l'Afrique. Et ça, ce sont les recherches préhistoriques qui le montrent aujourd'hui. Et elles sont nombreuses au Maroc. Puis après, à partir de la période de l'Antiquité, il y a des moments très forts dans l'histoire qu'on n'arrive pas à expliquer au grand public. On oublie souvent que l'un des métiers les plus appréciés aujourd'hui dans le monde, qui est l'interprétariat, la traduction, et je ne dirais pas qu'il est né au Maroc, mais un des plus anciens témoignages sur l'existence de ce métier est un témoignage qui est reporté par le périple d'Anon, un texte qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui décrit le voyage d'un amiral carthaginois sur les côtes du Maroc. Et cet amiral carthaginois, qui est venu pour installer certains colons carthaginois sur les côtes marocaines, dit qu'il a recruté un interprète à l'embouchure de l'Oued Loukous, c'est-à-dire tout près de l'Arrache, à Lixus, le fameux site archéologique, pour qu'il lui sert d'interprète dans ses discussions avec les locaux. Et cela montre que déjà à cette époque, il y a eu quelqu'un, au moins quelqu'un, dans ce pays qui est le Maroc, qui connaissait, enfin qui parlait le punique, qui est la langue des Carthaginois. Et donc, à partir de ce moment, on peut suivre l'évolution de l'histoire et voir des gens qui n'avaient pas, pratiquement, qui n'avaient pas de limites, qui n'avaient pas de frontières pour se déplacer, que ce soit à travers Gibraltar vers l'Espagne, la Bétique à l'époque, ou vers l'Orient, en passant bien sûr par l'Afrique du Nord, toute l'Afrique du Nord. Et nous avons un grand nombre de personnages. Alors, on va y arriver, hein, justement, parce que là, on est en train de rentrer dans l'histoire elle-même. Vous avez justement dit une chose, c'est qu'il y a un besoin de vulgarisation, il y a un besoin d'expliquer. C'est pour ça que je vous demandais là aussi la démarche qui a été entreprise. C'est important d'avoir aujourd'hui, parce que là, quand j'ai feuilleté, on revient vraiment, comme vous l'avez dit, vous revenez à la préhistoire. On va également dans les différents voyageurs, que ce soit Ibn Battuta avec tous ces premiers grands voyageurs. C'était impératif aujourd'hui d'avoir une base de travail scientifique qui permette d'avoir un recueil d'analyses qui permettent finalement quoi? De comprendre ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, je vous remercie pour cette émission. Je remercie aussi donc Monsieur Abdallah Boussouf et Siraj qui sont derrière cette belle initiative. Je pense que le CCME et aussi d'autres groupes de recherche, associations, sont en train de travailler sur pas le même projet, mais sur les dynamiques sociales au Maroc, l'histoire de l'immigration depuis les premiers siècles, pour dire que au Maroc, c'est une sorte de mondialisation avant l'heure qui fut donc pratiquée. Les Marocains, ou le Maroc comme pays, comme espace, ça ressemble un peu à un tourbillon. Un tourbillon donc, qui va vers l'est, vers le sud, vers l'Andalousie. Et les populations marocaines ont toujours donc, voyagé, se renouvelé, etc.
Donc on avait un grand besoin donc d'avoir ce livre qui retrace l'histoire de l'immigration et montrer comment et par quels moyens et sous quelle forme les Marocains ont rayonné, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et je rappelle ici donc ces deux axes très importants pour l'histoire du Maroc, pour le pays, celui de l'axe nord-sud avec l'Andalousie, avec l'Afrique subsaharienne, et celui historique de l'est-ouest, et par la suite celui qui mène vers l'Europe. Les Marocains sont allés d'abord vers l'Afrique subsaharienne. On a des communautés donc, de Tombouctou, de Saint-Louis, Dakar, et c'est ensuite qu'on est allé vers, je parle d'immigration de masse, qu'on est allé vers l'Europe, surtout à partir de 1912. Et je pense que moi j'étais appelé donc, à participer dans ce beau livre au niveau du rayonnement et de l'immigration spirituelle pour le cas de Ahmed Tijani ou de la confrérie Tijania. Je ne peux pas vous interrompre parce que ce qu'on voit là derrière, c'est la plus vieille carte dessinée par un Marocain. C'est quand même assez incroyable d'avoir ce type de document. On y reviendra tout à l'heure, hein, c'est vrai, parce qu'on revient dans l'histoire. On ne peut pas s'empêcher, hein, lorsqu'on parle de ce sujet, d'aller vers la démarche historique et dans des faits. Il y a sûrement des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Il a fallu... puisqu'on est dans un livre, et puis bon, il y a une exposition, on va en parler aussi, qui allait jusqu'à fin mai, qui retrace cette histoire-là pour essayer de mieux comprendre les phénomènes migratoires. On ne parle pas que d'histoire. J'imagine qu'il y a eu à avoir d'autres disciplines, d'autres scientifiques, d'autres disciplines qui ont été mises à contribution, notamment de la sociologie, pour mieux comprendre aujourd'hui l'impact que peuvent avoir et les origines de la migration. Bien sûr. Avant de revenir à votre question, je voudrais à mon tour remercier CCME qui a toujours associé à ces activités. Donc moi, en tant qu'historien, en tant que spécialiste sur les thèmes de migration, depuis 2 décennies, je travaille sur ces thématiques. L'ouvrage, pour moi, apporte beaucoup de choses. Dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'histoire, il y a aussi beaucoup de mémoire, surtout de mémoire. C'est un ouvrage pertinent, il n'est pas exhaustif, ce n'est pas le but. Donc, il vise la vulgarisation, mais avec une pertinence académique et une rigueur importante, des documentations, illustrations importantes. C'est un outil de travail intéressant pour les historiens, mais pour le grand public aussi. C'est une première, je veux dire, d'avoir pris cet angle-là, je veux dire, méthodologiquement. Bon, on a des livres d'histoire, vous enseignez cette histoire-là de manière littérale, mais est-ce que là, le fait de prendre cet angle et d'essayer d'expliquer aujourd'hui les phénomènes migratoires, on a bien compris qu'il y avait que c'était voulu et qu'il y a quand même une origine à cette migration. Moi, à mon avis, c'est un ouvrage original, il y a beaucoup d'originalité, parce qu'il regroupe d'ailleurs plusieurs disciplines, mais l'histoire domine, parce que l'histoire, elle a toujours un regard plus général, plus profond, et peut éclaircir les sociologues, les géographes. Donc l'originalité de l'ouvrage aussi vient de cette grande période qu'il traite, les différentes étapes de l'histoire du Maroc. C'est pour ça c'est impressionnant pour un historien de suivre la mobilité des Marocains et à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge, en passant par l'époque moderne et contemporaine, toujours en gardant en fil toujours la mobilité importante, la présence du Marocain à l'étranger. Alors que nous, dans les manuels d'histoire, toujours on a étudié l'histoire du Maroc dans la géographie du Maroc. Alors que là, on met en relief l'importance du Marocain à l'extérieur. Vous parlez de l'Idrissi, de Ibn Battuta, c'est des figures internationales. Donc là, l'ouvrage a démontré que ce sont des Marocains. Et à mon avis, au moins, il y a cette catégorie, cette importance de l'ouvrage vient aussi de ce côté. Donc je pourrais aussi signaler que moi je préfère parler plus de mobilité que de migration, parce que migration parfois il a une connotation assez péjorative. Elle a une connotation, oui. Parce que vous avez commencé par votre émission par parler que c'est un thème d'actualité, la migration, on en parle beaucoup, surtout dans les pays d'accueil, mais on en parle aussi mal, et on en parle aussi des non-spécialistes. Parfois,
C'est le manque de la rigueur fait que une banalisation des phénomènes migratoires, regarder un peu péjorativement les migrants, même dans notre société. Parfois, on appelait les immigrés, les magrias, les vacanciers, donc ça fait un peu. Alors que là, dans l'ouvrage, il s'agit des artistes, des sportifs marocains à l'étranger. Donc peut-être on va en revenir après. On reviendra parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est intéressant de voir le cheminement et surtout expliquer aujourd'hui comment la perception qu'on a de la migration aujourd'hui et d'autres émigrations marocaines à travers ceci. On en a souvent parlé aussi sur ce plateau, la difficulté d'avoir accès à des archives, à des éléments historiques. On en a parlé quand on parlait de la préservation du patrimoine. Vous avez eu des obstacles justement pour avoir ça? Il y a de l'histoire là qui est quand même connue, mais il y a eu un gros travail de recherche. Est-ce que vous avez eu des soucis à aller chercher finalement de l'information affinée, historique, vérifiée, scientifique? Oui, c'était le... En même temps, c'est votre travail, hein, vous êtes historien, c'est pour ça. Oui, c'est-à-dire, je voulais dire tout simplement peut-être qu'il faudrait lire le livre de différentes manières. La première chose, c'est le contenu, évidemment. Et vous avez parlé du contenu, de toute la matière historique qui est livrée au lecteur. Mais aussi, il faut le lire sur le plan de la forme, si vous voulez. C'est un livre composé de 225 pages, mais qui a, avec 34 contributeurs. Il faut lire les noms des contributeurs. En majorité, c'est vrai, ce sont des professeurs, des universitaires marocains, mais il a intégré aussi les Marocains du monde. Il a intégré aussi quelques étrangers qui sont... C'est-à-dire qu'on a essayé de chercher la spécialité sur les thématiques traitées ou les portraits traités. Ça d'une part. D'autre part, ce livre traite de 76 portraits, c'est-à-dire 76 personnages à partir disons, de Juba II, qui est pratiquement le premier, enfin, on a fait exprès parce que c'est un Mauritanien. La Mauritanie, à l'époque, c'était le Maroc, plus la partie occidentale de l'Algérie, qui est née sur la terre, le territoire, disons, de l'Afrique du Nord, mais qui est allé, qui a été déplacé, déporté à Rome, qui a eu son éducation latine et hellénistique, et puis il est retourné au pays pour devenir roi. Et donc, c'est un personnage qui illustre un peu, cette mobilité. Mais parmi quand on dit 76, c'est-à-dire qu'on n'a pas, que c'est un livre qui reste inachevé. C'est le nombre de personnages illustres qui sont partis pour une raison ou une autre et qui ont fait le tour du monde ou d'une partie du monde, c'est beaucoup plus... Lisons par exemple Ibn Battuta. Ibn Battuta lui-même, quand il est parti en Égypte, au Hijaz, aux Indes, il a rencontré d'autres Marocains. Il ne parle d'autres Marocains qui étaient installés et qui étaient soit des commerçants, soit des gens qui maîtrisaient un métier, mais qui étaient très bien intégrés là où ils étaient. Cet ouvrage, j'ai dit au départ, il rentre dans un projet stratégique de promouvoir l'histoire de la mobilité et de l'immigration marocaine. Et alors, quand vous parlez de contributeurs, vous avez eu des contributions d'autres pays d'accueil, notamment, dites étrangers, qui ont permis justement d'avoir des faits ou des documents, des gravures qui vous permettent justement de placer, de dater la présence de Marocains à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie ou que ce soit ailleurs? Les contributeurs, c'était surtout pour les textes. Pour les textes. Et donc on a cherché mais pas dans la recherche littérale. Non, les textes, ça veut dire on a demandé aux connaisseurs, aux meilleurs connaisseurs sur tel ou tel personnage de nous faire un texte, un portrait de ce personnage. Mais on a cherché par ailleurs la documentation graphique. Là, il y a des difficultés évidemment. C'est-à-dire il n'y a pas de... la carte de ici, ça, c'est une carte qui est connue,
qu'on peut trouver un peu dans différentes bibliothèques. La carte que vous avez montrée tout à l'heure, en fait, c'est un montage de la carte du périple d'Ibn Battuta. Il est parti de Tanger pour arriver aux Indes, etc. Et donc, c'est un travail qui a été fait d'infographie, si vous voulez. Mais il y a un certain nombre de documentations qu'on a cherché, que ce soit dans des bibliothèques, des archives, ou parfois on a demandé à des gens qui sont les propriétaires de ces documents photographiques Mais comme j'ai dit, et ça, ce que je voulais dire, c'est important. C'est-à-dire, il a pris du temps, ce livre, mais en parallèle, et vous le savez très bien, tout à l'heure, vous l'avez signalé, on a travaillé au CCME sur d'autres expositions, par exemple sur les Marocains des Pays-Bas, dont le livre va sortir très bientôt, donc pratiquement d'ici la fin du mois, sur les Marocains, l'histoire de l'immigration marocaine en Grande-Bretagne, sur l'histoire de l'immigration marocaine en France, bien sûr, Renaud, tout ça. Non, c'est évidemment d'autres ouvrages sur les journalistes, mais c'est surtout, c'est un travail, mais ça les journalistes c'est récent, mais c'est sur l'histoire de l'immigration. Et tout ça parce que le but du CCME, c'est de dire que cette mémoire de la migration marocaine est une partie de la mémoire nationale. Et il faut l'inscrire dans ce cadre. Mais au-delà de ça, je pose la question tout à l'heure parce que ça vous dites à qui est destiné cet ouvrage, bien sûr à nous, Marocains, mais est-ce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est dans des débats sans fin sur la migration, sur l'identité nationale dans certains pays d'accueil, est-ce que là aussi sont des ouvrages ou des recherches qui pourraient permettre de véhiculer un autre message en face, dans les pays d'accueil, pour leur permettre peut-être de construire un autre imaginaire sur la migration, sur les migrants? Bien évidemment, parce que là, vous parlez des débats qu'il y en a sur l'identité, ça, on n'en sort pas. Alors que des ouvrages comme celui-là, ils nous donnent une piste avec une documentation, avec des articles bien réfléchis, parce que ces débats sur l'identité maintenant, sur la présence de 3 à 4 générations de Marocains à l'étranger, ça pose encore problème, parce que c'est des faux problèmes, parce qu'ils sont mal posés, ces problèmes aussi. Il y a toujours une approche assez politisée, assez idéologisée des phénomènes migratoires, alors qu'une approche de sciences sociales, une approche des sciences humaines de l'immigration, n'est jamais un problème. L'immigration, c'est une richesse, soit même à l'identité, soit à l'économie. Oui. Et encore, la migration ne représente rien dans le monde au niveau de nombre de taux de la population. C'est 3,5% de la population mondiale qui vit dans cette mobilité. Quand on connaît le solde migratoire de l'Europe, on est à 500 000 personnes. C'est absolument rien. Non, mais c'est vrai, ça pose encore la manière avec laquelle on analyse les choses. C'est rien, parce que pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe, elle s'est toujours construit son identité sur la paix, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est comment se réunir sur l'idée de l'Union européenne, mais jamais sur la migration qui a fait partie intégrante de cette histoire. Elle l'a refusé toujours. Donc c'est pour ça, ça revient, c'est récurrent, le phénomène migratoire. Alors qu'aux États-Unis, on a intégré la migration. Donc ça ne pose pas de problème. Il y a une autre conception, un autre regard. Donc là, ça joue un problème. Et la migration, tous les spécialistes en économie, en sociologie, en géographie, un pays ne peut pas se développer sans cette mobilité. On a besoin des informaticiens hindous, on a besoin. Donc ça se pose aussi pour le Maroc et pour les Marocains. Parce qu'on ne peut pas parler de migration mondiale sans parler du Maroc. Le Maroc, c'est un grand fournisseur de migration. Et les chercheurs européens s'intéressent. On peut dire. Utiliser ce terme. Il n'y a pas d'autre terme. Grand pays émetteur. Émetteur de migration, le Maroc. Donc, au niveau. Le premier en Afrique. Le premier ou le deuxième après l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est un grand pays au niveau de population. Mais il y a le modèle marocain, donc de diaspora, du Marocain du monde, on va en revenir tout à l'heure. Donc ce que je voulais dire, c'est on prend cette approche, on voit que l'immigration, c'est pas un problème. Mais alors ce point-là, il est intéressant quand vous nous le dites, et puis après avoir lu un livre, est-ce que ça, c'est un message qu'on peut porter à l'étranger aujourd'hui, dont aurait besoin, on connaît les crispations, dont auraient besoin nos compatriotes qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils auraient besoin finalement alors pas seulement d'un livre, mais j'imagine que ça devrait se faire à travers de conférences, de présence sur des plateaux
plateaux de télé pour essayer de mieux comprendre et d'expliquer que finalement la migration c'est un phénomène qui est millénaire et que ça a construit des nations comme les États-Unis ou que c'est une richesse? Permettez-moi de rappeler quelque chose par rapport à ce livre. Quand on parcourt donc ce livre, on a donc toutes les catégories de Marocains, des sportifs, des artistes, etc. Et cette même structure, on peut la retrouver dans des récits historiques écrits par des non-marocains, des Égyptiens par exemple, du Xe, du XIe siècle, qui vont, le cas de Lamé, qui va nous parler des Marocains un peu partout. En Égypte, qui sont des saints, des savants, des ulama, des commerçants, et partout donc dans le Hijaz, au Yémen, c'est à peu près ça. Pourquoi donc cette grande mobilité des Marocains depuis le début, depuis des siècles et des siècles? Pourquoi les Marocains étaient les organisateurs, les créateurs du pèlerinage? C'est Abou Mohamed Saleh qui a créé les stations de pèlerinage, le pèlerinage vers la Mecque, donc qui a bénéficié aux subsahariens, aux sahariens, tout ça. Et je rappelle autre chose sur le plan religieux. La mobilité, c'est grâce à la mobilité des Marocains et la mobilité et l'essaimage des confréries marocaines qu'un gros ouvrage a été édité par le gouverneur général de l'Algérie qui s'appelle Jules Cambon, ambassadeur de France par la suite aux États-Unis, qui s'appelle Les confréries religieuses musulmanes. Et c'est grâce à ce livre publié en 1897 qu'on fait la grande découverte. Jules Cambon, il était là, il disait la conclusion de cet ouvrage, toutes les confréries en partant du Maroc vers le Hijaz, vers le sud, marocaine. D'où fameuse légende le saint de la Saqi al-Hamra. Mais en fait, la Saqi al-Hamra, c'est tout le Maroc. Et c'est cet islam-là, implanté en Afrique subsaharienne, qui va en fait rejeter toutes les premières implantations de ce qu'on appelle l'ibadisme. Et c'est le malikisme. Si le pays de l'Afrique subsaharienne maintenant bénéficie d'une certaine paix, c'est un peu grâce aux Marocains. S'ils ont établi un pouvoir politique central, c'est grâce à une confrérie qui est la confrérie Tijania. C'est un disciple de la Tijania qui a fondé le grand empire qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Mais le Maroc avait une place spécifique en termes de migration par rapport aux autres pays voisins, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, si on prend toute la côte méditerranéenne. Certainement. Écoutez, il y a un genre littéraire connu au Maroc à travers l'histoire qui s'appelle Adab al-Rihla. C'est le récit du voyage. Et je crois que le récit du voyage sont les Marocains qui sont les premiers, j'allais dire même dans le monde arabe, le monde musulman, qui ont toujours essayé de codifier leur voyage, que ce soit leur voyage vers le Hijaz, c'est-à-dire à la Mecque, pour le pèlerinage, ou des voyages des ambassadeurs vers l'Europe, par écrit, de décrire les pays où ils... Il y avait la course aussi, non? Il y avait la course aussi, bien sûr. C'est-à-dire déjà la position géographique, mais aussi l'évolution. L'évolution on ne peut pas comprendre le Maroc d'aujourd'hui, ni la mobilité marocaine du XXe siècle, si on ne remonte pas l'histoire, aux origines. Cette mobilité était toujours présente. Toujours. Et les grands moments de l'histoire marocaine coïncident avec des moments de grands voyages. Écoutez, Idriss Ier est venu à une époque, c'est un immigré de l'Orient. Saleh ibn Mansour, le premier État islamique qui est né dans le nord du Maroc, dans le Rif, la région de Al-Husayma. Déjà à son époque, la population était un peu mitigée sur les origines de ce personnage. Certains disent qu'il était quelqu'un de la tribu locale qui est parti au Orient et puis il est retourné. D'autres disent non, il est venu du Yémen. Le royaume de Borwata qui est né ici, disons, dans les plaines atlantiques, c'est aussi quelqu'un qui est venu d'Andalousie mais qui est parti vers l'Orient et qui est retourné. Donc ça coïncide. Je voulais simplement dire que, vous savez, ce livre, et pour reprendre un peu un débat que vous avez commencé avec mon collègue, ce livre a pour objectif de dire qu'il faut intégrer la thématique histoire,
de la migration dans les programmes scolaires et les programmes universitaires. C'est malheureux, tout à l'heure on disait ça, il y a dans la réforme des filières universitaires marocaines, de ce qu'on appelait la réforme de la deuxième génération des filières. À l'époque, j'étais membre de la commission nationale et on a intégré un élément d'un module qu'on a appelé Histoire de la migration. Et il a été adopté. Et dans toutes les universités marocaines, dans les facultés de droit, normalement, les départements d'histoire devaient enseigner cette matière. Alors, il n'y a que peut-être 2 ou 3 universités, 3 facultés qui ont enseigné cette matière et qui l'ont gardée dans le... Quand on a fait l'évaluation après, on a vu que la plupart des filières ont rejeté cette matière. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait pas de spécialistes. Et le fait de dire qu'il n'y avait pas de spécialistes, ça veut dire qu'il n'y a pas les documents, les livres, les ouvrages pédagogiques qui peuvent appuyer l'enseignant, etc. Donc c'est important. Et on a fait exprès aussi de faire ça, l'exposition du livre, à l'entrée de la Bibliothèque nationale, parce qu'on a fait sortir l'information de la bibliothèque, bon, pas nationale, mais toutes les bibliothèques, et maintenant... C'est-à-dire que l'information était là, vous êtes allé la chercher, vous l'avez mise à disposition. On l'a fait à disposition du grand public, c'est-à-dire tous ceux qui veulent rentrer à la bibliothèque, ils doivent voir un peu l'histoire de cette mobilité marocaine. Alors, on va revenir dans cette histoire de mobilité marocaine parce que ça va nous permettre, là, on va rentrer dans le cours d'histoire, pour essayer de mieux comprendre et essayer de comprendre l'histoire contemporaine. Est-ce qu'on la connaît aussi, essayer de faire c'est vrai qu'en 30 minutes, ça va être dur, de faire la jonction, mais au moins les grandes phases de cette histoire de la migration marocaine. On fait une petite pause, on revient juste après. Migration marocaine, une histoire méconnue. En tout cas, ce soir, on essaye de mieux la connaître. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les grandes périodes. Est-ce qu'il y a eu des grandes phases, des grandes périodes de migration? Alors, c'est vrai que quand on regarde le début du livre, on voit les figures des grands voyageurs, donc que ce soit Ibn Battuta, que ce soit les Idrissi, Hassan el-Wazzan, Mustafa Zmouri, Samuel Palach. Bon, bref, on va pas aller dans le détail, mais quand on parle de migration, entre guillemets, massive, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des grandes phases? Bien sûr, si on se limite à l'époque contemporaine, je voudrais d'abord clarifier une chose, c'est que quand on parle de migration, au moins au XIXe siècle, on distingue bien entre ce qu'on appelle Dar al-Islam, terre d'islam, et terre des infidèles, Dar al-Kufr. Alors pour un Marocain, c'était interdit de partir dans Dar al-Kufr. Il fallait une autorisation, dans ce cas c'est des ambassadeurs, c'est des expéditions des étudiants, alors que c'était libre de partir en Algérie, de partir à la Mecque, vers l'Orient. C'était facile. Donc je reviens pour les étapes de l'immigration marocaine à partir du XXe siècle, début du XXe siècle. C'est un phénomène très lié à la colonisation. D'abord, c'est la colonisation de l'Algérie avant le Maroc. Donc la colonisation en Algérie, 1830, ça a poussé beaucoup de Marocains à partir travailler. Pour moi, j'appelle ça, c'est la première vague de migration marocaine à l'étranger. Donc l'histoire de la migration marocaine ne commence pas dans les années 60, ne commence pas à la Première Guerre mondiale, mais ça commence deuxième moitié du 19e siècle. C'est 40 000, 50 000, 60 000 Marocains qui partaient travailler en Algérie, essentiellement de la région orientale du Rif et aussi de la région actuelle de Rachidia, le Sahara oriental, qui partait travailler parce que la colonisation en Algérie, on a créé des conditions, l'offre du travail, etc. Donc, soit on partit par la terre, soit on partait par la mer. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué la mer. Le rapport des Marocains à la mer est intéressant. C'est la première fois qu'on prend le bateau pour aller en Oran. En Algérie, à Oran, il y avait un bateau qui liait l'enclave espagnole de Melilla et qui partait. C'était 3 compagnies qui travaillaient dans le domaine et offraient les voyages pour les ouvriers marocains qui allaient travailler. Mais beaucoup partaient par voie terrestre, vu la distance courte entre l'Algérie et le Maroc. Donc pour moi, cette migration qui a duré plus d'un siècle et demi, c'était intéressante. Et va marquer les vagues migratoires plus tard vers l'Europe, parce que l'Algérie, c'était un relais. Beaucoup sont partis de là vers
vers Marseille, après dans les années 60, à l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a toute une histoire très riche et très intéressante, une mémoire aussi avec l'Algérie. À l'indépendance 1962, la grande communauté marocaine se trouvait en Algérie. C'était plus de 300 000. C'était pas l'Europe. À l'indépendance de l'Algérie. Ils vont rester plus tard. Même l'Algérie, il a expulsé une bonne partie en 1976, 75, 76. Beaucoup continuaient à y vivre encore dans les années 80, 90. Donc ça, c'est une phase intéressante. Pour le reste du Maroc, nous avons la première période d'une migration militarisée, Première Guerre mondiale, participation des Marocains à la Première Guerre mondiale. Le sultan marocain Moulay Youssef en a fait un appel pour aider la France. Puis la Deuxième Guerre mondiale, le sultan Mohamed Ben Youssef en a fait aussi appel aux Marocains de participer. Et à côté, il y avait des Marocains qui partis travailler en France. C'était 20 000, 30 000, 40 000. Donc ça, c'est une première vague. En même temps, en Espagne, il y avait la participation de 70 000 à 80 000 Marocains dans la guerre civile espagnole, essentiellement de la région nord, mais ça venait aussi du sud. Ça venait aussi du Sahara marocain parce qu'ils étaient sous l'occupation espagnole. Donc ça, c'est une phase importante. Beaucoup sont restés à l'époque, même si les autorités espagnoles ont fait tout pour les renvoyer au Maroc, mais sont restés. Et puis arrivent les années 60, c'est la grande vague migration. On commence à signer des conventions. Donc on commence vraiment à parler de la migration marocaine. Donc dans la recherche marocaine... Les offices de migration, les ouvriers qui partent travailler dans les usines, que ce soit la plasturgie, que ce soit l'automobile ou que ce soit dans le bâtiment. Ça, c'est l'histoire contemporaine. En tout cas, c'est vrai que là, on voit bien à partir du 19e siècle jusqu'aux années 60. Est-ce que, en termes de migration, on va dire encore une fois massive, que ce soit au-delà des ambassadeurs, au-delà des voyageurs, au-delà des émissaires, des représentations diplomatiques, est-ce qu'on a déjà eu dans l'histoire plus lointaine des émigrations plus massives de Marocains? Je pense que moi, juste dire une chose par rapport à la question du Sahara et d'une mobilité intérieure. Donc, en masse des tribus sahraouis vers le nord, comme les Sharada, les Skna, tout ça. Et la question des toponymie, parce que ce que je veux dire, je pense que c'est intéressant. Pour prouver la marocanité des Sahara par la question de la migration. Ces tribus qui sont arrivées vers le nord, ils ont maintenant des villes, des douars, des villages qui portent leur nom. Alors que dans le Sahara, on ne trouve pas un douar qui porte un nom de tribu. Les espaces, il n'y a que des espaces qui n'est pas automatiquement alloués à une tribu. Alors que dans le nord, ça existe. Dans la région de Sidi Qassem, dans la région de Marrakech. Et ça montre un peu les liens historiques donc, entre les provinces du Sud et celles du Nord. Mais les premières communautés donc, marocaines, ils étaient installées surtout, donc c'est un héritage de la caravane, des commerces, relations commerciales et économiques, dans les villes de Tombouctou, Dakar, Saint-Louis, Abidjan. Nos collègues universitaires marocains ont travaillé sur cette question. C'est une immigration ancienne. Et on voit dans des émissions de télé jusqu'à maintenant, dans des ouvrages, là, les Sénégalais d'origine marocaine ou qui sont demandeurs de la citoyenneté marocaine. Moi, je pense qu'il y a la question aussi de la date c'est Mimoun Aziza a parlé de l'immigration rifaine vers l'Algérie. À partir de 1912, on a une immigration marocaine qui s'accentue vers la France à partir de deux régions, l'orientale Oujda et la région du Souss. Et là, on a le fameux capitaine Chelh, Léopold Justinard, qui s'est consacré donc à l'étude de cette question, suivie par la suite par un certain sociologue, donc Paul. On a des foyers internes d'émigration spécifiques en fonction des régions. Là, vous nous parlez du Rif et de l'oriental. Oui, il y avait des accointances particulières entre des régions et des destinations bien précises. Oui, on n'a qu'à voir la carte des Marocains d'Europe pour voir un peu les origines. Les Rifains sont
sont partout. Non, mais ils sont partout, mais ils sont en grande quantité, enfin, grand nombre, hein, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a les gens, enfin, de la région du Sousse, Agadir, tout ça, qui sont plutôt en France. C'est-à-dire, il y a des soucis aussi en Allemagne, mais pas autant que les Rifins. Les Rifins, c'est surtout ces régions. Mais il y a une explication à ça. On parlait de sociologie tout à l'heure. Il y a une explication. Il y a des aux lieux, aux destinations de ces différentes régions. Je pense qu'on a des régions, par exemple en France. Parfois, on dit telle ville, Lunel, c'est la ville du Tiflet. Tel quartier à Paris, c'est Figuig. Ça veut dire que les liens sociaux ici au Maroc se tissent dans les pays d'accueil. Ça veut dire qu'il y a soit la tribu, soit les familles, soit les relations donc, entre frères, cousins qui se reproduisent là-bas. Et je pense que c'est un peu le cas de la migration Rifem. Mais ce qui est intéressant dans cette migration en France marocaine, c'est que ceux qui ont les premiers à étudier le phénomène, ils l'ont appelé les compagnons de Tour de France. Ça veut dire un immigré marocain quand il débarque à Paris, il ne reste pas à Paris. Il va toujours chercher le bon boulot, donc le gain, et donc il va à Bordeaux, ensuite il va à Marseille, il peut remonter parce qu'ils étaient sans doute sans famille et célibataires. Et donc, mais le Marocain était toujours très mobile. Bien sûr, il y a une raison. Vous demandez s'il y a une raison pour cette répartition de la migration marocaine par... La première chose, on peut se dire, il y a l'immigration économique, mais on peut se dire aussi, il y a peut-être des éléments communs culturels, même si on va bien chercher à un moment donné. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas, ça, c'est l'objet aussi des recherches. La plus grande raison, c'est les réseaux. Parce qu'il n'y a pas de migration sans réseau. On part pas seul, on part dans un réseau. On sait où on va. On sait qui on va. Bien sûr. Comment on va, chez qui on va et comment on va arriver à trouver un travail. Surtout, c'était le début de la migration et ça continue encore par réseau. Donc, et puis pourquoi cette grande présence au niveau de la répartition d'ailleurs au Maroc, on n'est pas égal vis-à-vis de la migration. Il y a des régions où il y a une tradition migratoire. Le Sousse a commencé, mais après le Rif, après la relève, au Rif, il y a une culture de migration. On apprend à immigrer et à partir. C'est comme on apprend un métier. Moi, je me rappelle, quand j'étais élève à l'école, on commençait l'école au collège, à 31 élèves à l'école, on finissait avec 20. Les autres, ils partaient dans le regroupement familial. Et les élèves rêvaient, dans les années 70, on rêvait de partir en Europe. Donc, ça créait une culture. Parce qu'il y a la proximité géographique, parce que il y a beaucoup de raisons, parce qu'il y avait la tradition de l'immigration vers l'Algérie. C'est pour ça donc on a le Sousse, on a le Rif, et parce qu'il y a le territoire aussi rifin, il n'y a pas beaucoup de ressources. Et l'héritage colonial, on est un peu responsable. Donc il y a l'élément de réseau, il y a le facteur historique. On part dans la région française, l'ex-protectorat français, on partait majoritairement en France. Alors dans le Rif, c'était les Espagnols. On ne va pas partir en Espagne. Dans les années 60, il n'y avait pas encore de travail. Les Espagnols partaient travailler. Donc c'est comme ça que les Rifins partaient et après, il allait en Allemagne. Il avait cette facilité parce qu'il ne connaissait pas le français. Alors que quelqu'un qui venait de notre région, il peut partir en France parce qu'il connaissait. Donc c'est comme ça, il y a cette... spécificité des Rifins un peu répartis. Mais quand vous parliez d'émigration des Marocains historiques vers l'Algérie, c'était l'Algérie française à l'époque. Bien sûr, c'était. Voilà. D'ailleurs, le disent beaucoup, on ne partait pas chez les Algériens, on partait chez les Français. Il y a une tradition très connue dans le Nord, c'est-à-dire une tradition. C'est pour montrer que je confirme ce que Aziza vient de dire. La tradition de la mobilité est éternelle. Il y a cette tradition de Trnisha. On dit, c'est-à-dire que l'élève dans les écoles coraniques commence dans son petit village, puis il arrive à un certain niveau, il faudrait qu'il renche, c'est-à-dire
Il prend le khancha, il met de quoi survivre. Et puis il part s'il est de Nador, il part vers Targis, il apprend chez un frère un certain nombre de... Puis après, il part à Moulay Absel Mouchij, et après, jusqu'à ce qu'il il arrive à Al-Qarawiyyin. C'est le niveau le plus haut. Et donc, la tradition de la mobilité c'était la tradition du périple. C'est le périple, c'est le périple, et puis c'est la migration en fait. Il va chercher la science là, mais aussi c'est pour améliorer un peu les conditions de vie, parce qu'il ne faut pas oublier que cette région est une région qui est coincée entre la mer et la montagne, il y a peu de ressources, etc. Remarquez, je crois que le seul pays au monde, je ne sais pas si peut-être que mes collègues vont me contredire, où il y a 2 pèlerinages par an, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Parce que au Maroc, et depuis très 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 longtemps, il y a ce qu'on appelle le Rakb al-Hajij qui continue à exister. C'est les pèlerins qui vont chaque année à la Mecque. Et il faut faire une recherche parce qu'on ne sait pas si tout le monde rentre au pays après ou pas. Il y a une partie qui reste sur place, évidemment. Et la preuve, c'est qu'il y a des biens de Marocains signalés par une autre, par d'autres, disons, récits de voyage, des biens de Marocains à la Mecque, à Médine. Et il y a, parce qu'à l'époque, le Marocain ne peut pas, c'est-à-dire son pèlerinage n'est pas complet s'il ne fait pas le triangle, c'est-à-dire la Mecque, Médine et puis Jérusalem. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de l'Waqf, les biens des Marocains à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y a cette relation très, très intime entre le Marocain et cette partie du monde qui est Jérusalem. Et le deuxième pèlerinage, c'est le pèlerinage des Marocains du monde vers leur pays. Chaque année, nous avons les 2 millions, voire plus, de Marocains qui rentrent. Et je crois que c'est rare de trouver un pays comme ça, ne serait-ce que dans notre partie, je veux dire le monde arabe, islamique. Et donc, ça montre que cette tradition de mobilité, de migration existe depuis toujours. Vous avez parlé s'il y a eu dans l'histoire des moments d'immigration massive. Avant, bien sûr, l'immigration contemporaine. Vous savez, l'un des objectifs de ce livre, c'est de pousser la recherche. Nous avons quelques renseignements. Par exemple, une des premières opérations de déportation de population dans l'histoire, c'était au 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'était à Azila. Les Romains ont déporté tous les citoyens d'une localité qui s'appelait Zilil, d'Azila, enfin de Zilil. Aujourd'hui le site c'est chez Tcharjdid, c'est tout près de Al-Gharbia. Ils l'ont déplacé vers l'Andalousie, à une ville romaine qui s'appelait Iulia Traducta, et qui a été fondée pour l'occasion. Et ils ont changé complètement la composition de cette ville Zilil, parce que cette population était un peu contre les Romains. Ça, c'est quelque chose qui demande de faire une recherche très, très poussée. Mais on considère ça comme de la migration quand on était dans la conquête, quand on était dans la déportation, c'est plus de la migration. Mais bon. Oui. À mon avis, il n'y avait pas de migration massive à l'extérieur du genre de migration contemporaine. Il y avait de migration interne très importante, déplacements, des tribus. Quand il y avait des sécheresses civiles, peut-être en partie même vers l'Orient massivement, en Algérie. Mais les vagues migratoires sont liées au phénomène de la colonisation. Parce que la colonisation a introduit le salariat, elle a introduit le travail, tous les éléments qui créent les éléments pour partir chercher un avenir ailleurs, meilleur. Et il y avait un besoin, il y avait une organisation, parce que l'immigration s'était organisée avant les traités, les conventions. Avant les conventions, il y avait certaines organisations au niveau de la résidence générale, au niveau les contrôleurs civils, qui s'occupaient en contact avec les sociétés françaises, dans la région française, des entreprises, pour leur envoyer la main-d'œuvre.
Donc on est bien dans un des système. bureaux de la migration. Les bureaux, ça c'est dans les années Rabat, 60. Casablanca, oui. C'est plus tard à Oujda, les années, Anador, ça c'est les années 60. Donc c'est les besoins de capitalisme, main-d'œuvre, c'est l'introduction de ce mode de vie, de production au Maroc qui a un peu produit ces grandes vagues. Alors, est-ce qu'on a mesuré l'impact de cette émigration? On a l'impact économique, vous parlez de ce que rapportent nos MRE, les Marocains résidant à l'étranger, mais d'un point de vue plus global, est-ce qu'on a les outils pour mesurer ce que ça apporte au pays? Alors, non seulement à notre pays, mais également dans les pays d'accueil. Ça donne lieu, encore une fois, à des débats, vous savez, à des débats de chiffres, idéologisés ou pas, de certains partis qui disent « ah bah tiens, l'immigration coûte cher », alors que finalement, il y en a d'autres qui font le calcul, disent « l'immigration, au contraire, rapporte de l'argent dans les pays d'accueil ». Il y a des études qui permettent d'appréhender ça, des deux côtés? Non, mais au CCME, nous sommes en train de réfléchir, pas de réfléchir, de travailler sur... Parce qu'il y a une idée très, très fausse qui circule. Combien de Marocains, j'allais dire même, combien d'Africains sont installés en Europe, par exemple? Il faut poser cette question. Et puis, comparons, combien d'Européens sont installés en Afrique? Et on va trouver que beaucoup plus des Européens en Afrique que des Africains. Et en numéraire, l'immigration, en nombre. Bien sûr. Disons, sur le plan économique, l'immigration européenne en Afrique est beaucoup plus importante et rentable. Parce que ces immigrés ne sont pas des immigrés, en fait. Ce sont des expatriés, mais qui travaillent dans des domaines économiques. Et les ressources, je veux dire, c'est-à-dire le gain de l'Europe, de leurs citoyens en Afrique, c'est beaucoup, en nombre, je veux dire, en quantité, c'est beaucoup plus important que ce que les Africains gagnent, dont les Marocains gagnent, et rapportent à leur pays d'origine. Je crois qu'il y a une étude à faire, et une étude économique très, très poussée, pour ne pas disons, dévier à raconter n'importe quoi, mais je crois que c'est un débat qui a commencé timidement, mais c'est à nous, pays émetteurs, de le faire, ou c'est aux pays d'accueil qui sont déchirés pour des raisons tout à fait politiques, dans l'instrumentalisation de l'histoire de l'immigration, à faire ces bilans, à faire ces calculs qui permettent de dire que soit l'immigration amène, soit pas. Les États-Unis l'ont fait, et c'est quasiment dans leur business model, entre guillemets, de construction de leur nation, mais c'est pas le cas en Europe. Je pense déjà il faut commencer par les sobriquets, les indigènes quand ils sont arrivés pour la colonisation, et après quand l'immigration a commencé, on a commencé à parler des Arabes. Maintenant, dans la situation actuelle, on commence à parler de musulmans, de terroristes, on parle d'islamophobie, tout ça. Mais je pense que ce qu'il faudrait évaluer, c'est un peu l'apport de cette immigration, et surtout marocaine. En 1912, on a le sultan Moulay Youssef qui encourage les Marocains à aller partir, donc à partir et combattre aux côtés des troupes françaises. Par la suite, 100 000 morts, voire 200 000 entre Algériens, Tunisiens et Marocains. La mosquée de Paris sera construite, inaugurée par le sultan Moulay Youssef dans cette conjoncture. Mais par la suite, on a aussi, donc, il fallait construire ce pays. Il fallait donc faire ce qu'on appelle les travaux difficiles. C'était les Marocains jusqu'à une date très récente. Maintenant, on commence à voir la concurrence de certains types d'immigration, des Polonais et autres qui ont commencé maintenant à faire les travaux agricoles maintenant et qui font une grande concurrence aux Marocains. Je pense que Marocains ou Maghrébins, ils ont beaucoup contribué à construire la France, en matière de voirie, en matière de chemin de fer, en matière d'usines, après la première. Et surtout, je crois. Est-ce qu'il y a un travail scientifique qui doit être fait? Voilà. Moi aussi, je le crois. Est-ce qu'il faut un travail comme ce que vous avez fait là, mais beaucoup plus scientifique, plus factuel, qui permette d'avoir des arguments de ce type? Bien sûr. Si on écoute les démographes, ils parlent d'un besoin énorme en matière de main-d'œuvre, parce qu'il y a le vieillissement de la population. C'est le cas d'Allemagne.
par exemple. Oui. En Europe. Donc pour les économistes aussi, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de métiers, où il faut une main-d'œuvre étrangère. Donc il y a un besoin de ce côté. Et en plus, un ouvrier, on ne peut pas appeler maintenant immigré, parce que beaucoup sont nés là-bas et on est à plusieurs générations. Il paye ses cotisations à la sécurité sociale et c'est comme tout le monde. Donc je ne vois pas où c'est une perte pour ces sociétés. Alors c'est une richesse. Et même au niveau richesse culturelle, de niveau culturel et identitaire. Mais le problème, c'est que le thème est tellement politisé et on voit là où il y a, pour des raisons électorales et pour d'autres raisons, là où il y a l'immigration, on voit toujours il y a un parti de l'extrême droite et qui veut avoir des voix et les autres partis essayent de limiter. Malheureusement, il n'y a pas que l'extrême droite qui utilise ces Maintenant, arguments aujourd'hui. De toute façon, l'immigration est toujours est une valeur ajoutée pour ces pays. Ça, c'est connu. Et on n'a qu'à voir un peu la contribution des Marocains et des Marocaines dans ces pays pour en être sûr. Remarquez, nous avons maintenant des décideurs qui sont dans des gouvernements européens qui sont des Marocains. Nous avons des artistes, nous avons des universitaires, nous avons des médecins. Et ça, je crois que les pays d'accueil savent très bien que cette immigration est une valeur ajoutée à leur société et à leur économie. Et évidemment, ce sont des thématiques sur lesquelles il faut faire des recherches, beaucoup de recherches. Et ce sont des thématiques nouvelles. C'est-à-dire qu'on commence maintenant parce qu'il y a tout cet amalgame sur l'immigré en général en Europe, tout ce débat un peu qui est utilisé par l'extrême droite et par d'autres. Et cette image maintenant qui commence parfois à devenir négative à cause des événements qu'on voit ici et là, je crois que c'est un travail l'un des buts de ce livre, mais pas seulement ce livre, c'est de dire aussi aux pays d'accueil, voici l'image, la vraie histoire de l'immigration marocaine, la vraie contribution de l'immigration à travers l'histoire. Et si aujourd'hui nous avons des jeunes Marocains qui sont, pour une raison ou une autre, été induits en erreur et peut-être qu'ils ont... C'est tout à fait normal. Après la diplomatie spirituelle, après la diplomatie pour servir notre cause nationale sur le Sahara, il nous faut une diplomatie migratoire aujourd'hui. On manque de ça, parce que on parle de ça. Est-ce qu'il faut aller défendre ça pour aider nos compatriotes, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à pouvoir trouver leur place et dépasser tous ces débats qui sont quand même assez crispatoires en ce moment? Je tiens à signaler que beaucoup de Marocains sont des citoyens de nos pays d'accueil, mais sont bien enracinés aussi. Donc, le terme « les aider », à mon avis, pas vraiment adéquat, mais faire de sorte qu'il y a des contacts avec le Maroc, et ils sont des décideurs dans ces pays. Donc, la migration marocaine a bien évolué depuis ces vagues dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on n'a pas fini ces étapes de l'histoire. On s'est arrêté les années 60, parce qu'après les années 60, c'est une immigration paysanne, ouvrière. C'est des immigrés, on les appelait à l'époque les ouvriers marocains à l'étranger. Puis ça a changé, maintenant on est aux Marocains du monde ou une diaspora, ça donne une autre idée de cette diversité. Et souvent, entre eux, ils sont obligés, je ne sais pas de quelle langue parler, parce qu'il y a un qui parle allemand, l'autre qui parle italien, qui vient des pays différents, ils sont enracinés dans ces pays. Mais ce qui les réunit, c'est le Maroc. C'est le pèlerinage annuel, c'est les liens affectifs au pays, c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, pour répondre à votre question, mais ce qui fait CCME, c'est un pont maintenant avec les Marocains du monde. Et il a bien réussi la politique de l'État marocain en général par rapport à d'autres pays, parce qu'il y a des modèles dans ce sens. Le modèle algérien était un échec depuis longtemps, et maintenant il suit un peu le modèle marocain. Il y a le modèle mexicain, parce que les Mexicains ils sont nombreux aux États-Unis. Et donc il y a cette politique, il faut compter avec 105 millions de Marocains
à l'étranger. Bien sûr, ils souffrent de problèmes là-bas, mais parfois ces problèmes sont en France franco-français, en espagnol, c'est des problèmes de la société espagnole. Et pas toujours on le renvoie à leur pays d'origine. C'est lié à la situation sociale, conditions, parfois du racisme, parfois de recherche d'identité. Donc on va dans ce sens. On peut être victime parfois des idéologies d'extrémisme, etc. Donc, alors, il nous reste 2 minutes. Je vais juste vous poser une question, parce que pour donner envie de lire ce livre aux gens, et je le répète encore une fois, il est magnifique, je vais le remontrer, mais il y a eu des figures insolites, méconnues, de Marocains qui ont émigré, alors dans toute l'histoire, hein, pas seulement dans l'histoire contemporaine. Il y a eu des figures très spécifiques qui vous ont marqué quand vous avez fait ces recherches? Moi, j'ai pas parlé de deux Marocains. Oui. Et qui font du tabac jusqu'à maintenant, un en Égypte et l'autre un peu partout dans le Soudan, aux îles Comores. Ces deux saints, je suis très attaché aux saints. C'est Ahmed El-Badawi à Tanta, à Moussem qui réunit 2 millions de pèlerins, et un autre qui était derrière la fondation des États carrément comme le Soudan. C'est Ahmed Ibn Driss El-Fassi de Fès. Moi, dans tout ça, je voulais juste dire un mot sur la question de l'immigration élitiste et la démocratisation de l'immigration. Je pense qu'on est en train maintenant de joindre les deux bouts d'une immigration élitiste réussie par ses médecins, par ses ministres, de ses athlètes sportifs d'origine marocaine. Et n'oublions pas que le Maroc est devenu aussi un pays d'accueil avec l'immigration subsaharienne. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Donc, je vous conseille ce livre, Marocains, migrants et voyageurs, une exposition à la Bibliothèque nationale de Rabat jusqu'à la fin du mois de mai. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion comme d'habitude à 22h40.